Ce qui m'intéresse dans l'approche piclérienne, c'est à la fois les apports absolument considérables pour une meilleure compréhension des soins, de la qualité des soins nécessaires pour les bébés, et c'est aussi, je crois, une réflexion sur la place du bébé dans la psychopathologie en général, dans la psychiatrie et même dans la psychanalyse. Voilà, moi personnellement, j'ai rencontré l'approche piclérienne en 96, c'était le cinquantenaire de l'Institut Picler-Logzi à Budapest. Il y avait des gens formidables qui étaient là, Michel Soulet, Daniel Stern, Myriam Daly, Serge de Bovici, je crois. Et bon, j'ai senti qu'il se passait là quelque chose de très particulier, dont m'avait un petit peu parlé Geneviève Appel déjà à Paris, mais j'ai un peu mieux compris de quoi il s'agissait. En fait, cet institut a été fondé donc en 1946 par Émilie Pickler, qui était pédiatre déjà à Budapest depuis longtemps, avant la guerre, qui avait une expérience déjà tout à fait consistante. C'était une très grande pionnière de l'observation du bébé dans son milieu naturel. Et elle était très pionnière à de multiples égards. D'abord parce qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de femmes pédiatres à l'époque. Dans cette région, et d'autre part parce qu'elle avait une conception du développement, déjà la question de la liberté de mouvement physique, le bébé acteur de son développement, co-acteur de son développement, le bébé n'est pas auteur de sa vie, mais il est co-acteur de son développement. Voilà, et donc c'était déjà quelqu'un de très avancé et très en avance sur son temps. Et puis après la guerre, bon, ben, qui avait fait des ravages un peu partout, enfin en particulier en Europe centrale, euh, elle a été très touchée par des situations qu'on imagine, mais qu'on a quand même de la peine à imaginer. C'est des bébés de rien du tout qui erraient dans les décombres de Budapest en ruine, enfin, incroyable, hein. Des rescapés de la tourmente, voilà. Et elle s'est dit, il faut quand même un lieu pour les accueillir et puis les aider à grandir et à se construire. Et elle a donc acquis, elle s'est procuré un lieu dans un quartier de Budapest qui s'appelle Logzi. Et quand on dit Institut Picler-Logzi, je trouve que c'est intéressant parce que à la fois ça fait référence à son expérience de pédiatre dans les familles avec des bébés individuels, tout son travail avant la guerre, et à l'expérience de pouponnière pour faire grandir et aider les enfants à se construire en collectivité. Picler-Logzi, l'Institut Picler-Logzi, qui s'est tout de suite trouvé d'ailleurs au courant de plusieurs courants de pensée, au carrefour pardon, de plusieurs courants de pensée, la pédiatrie bien sûr grâce à Émile Pickler, la pédagogie qui a toujours été assez forte dans cette région, en Europe centrale, et la psychanalyse. Et je pense qu'une des forces des équipes de l'Institut Picler-Logzi, ça a toujours été d'aller au devant, enfin à la réflexion au devant des autres courants de pensée, parce que ce sont des équipes qui ont toujours été de formidables équipes cliniques et qui ont toujours cherché à se donner une théorie de leur pratique en confrontant leurs idées, en les éclairant par les apports des autres, l'attachement, la pédagogie, la psychanalyse, la psychopathologie. Et donc moi j'ai vraiment découvert ça dans les années 96. Alors il me semble que la professionnalisation des soins au bébé, c'est tellement merveilleuse qui a été mise en place là-bas, est liée au fait que les premières équipes de 46, en accueillant ces enfants rescapés de la tourmente, se sont aperçus que c'est très difficile de s'occuper d'enfants dont on ne sait rien. Dont on ne sait rien, dont on ne sait, et dont on pense, dont on sent qu'on ne saura jamais rien. C'était des bébés, on savait qu'ils avaient vécu des catastrophes, mais on ne connaissait pas leur prénom, on ne connaissait pas leur nom, on ne savait pas si leurs parents étaient vivants, morts ici ou là. Enfin bon, les équipes ont dû, à cause de ça, je crois, développer vraiment une attention très particulière pour pouvoir se représenter l'histoire d'un enfant dont on ne sait pas l'histoire. Et Bernard Doré avait eu un jour une très jolie phrase, Bernard Doré qui s'est beaucoup occupé de traumatisme, d'enfants, de guerre, avait une très jolie phrase en disant un jour viendra peut-être où on pourra tout greffer, le foie, le rein, les intestins, tout ce qu'on veut. Il y a une chose qu'on ne greffera jamais, ce qu'on ne fera jamais, ce sont des greffes d'histoire. Parce que l'histoire, elle se co-construit entre les enfants et les adultes qui s'occupent d'eux. Et je crois que c'est ce qui s'est passé là-bas. C'est-à-dire que ces soins apportés au bébé, ces moments deviennent vraiment un lieu de co-construction d'une histoire qui permet à l'enfant, comme Paul Ricoeur l'a dit, de se construire une identité narrative. Voilà, donc s'occuper d'enfants dont on ne sait rien a posé de réels problèmes et a stimulé, je crois, la réflexion de ces équipes qui ont donc insisté sur des fondamentaux qui sont vraiment des fondamentaux de chez fondamentaux.
Ouais. C'est-à-dire la cohérence, la continuité. La continuité, ça veut dire un travail très soigneux de transmission entre les différentes équipes, le personnage de référence, et puis bien sûr la liberté de mouvement physique qui préfigure la liberté de mouvement psychique, la liberté de penser. Voilà. Parce que d'Aimé Picler et des équipes qui ont démarré tout ça, je crois que c'était pas simplement d'aider les enfants à survivre, ce qui était déjà un objectif louable en soi, mais c'est pas seulement survivre, c'est grandir. Voilà. Après tout, leur vie, c'est leur vie. Il y a des enfants qui vivent en famille, il y a des enfants qui peuvent vivre en collectivité. C'est très difficile, si on ne s'en donne pas les moyens, c'est très difficile, mais c'est faisable. Et c'est pas du tout un regard de pitié. C'est comment on intègre les éléments de l'histoire de chacun pour construire une personne qui soit digne de ce nom et qui ait droit au respect qu'on doit aux bébés, des personnes en devenir et qu'on doit aider à se construire. Voilà, alors moi, ces idées ont été ramenées en France par Myriam David et Geneviève Appel, avec ce petit livre absolument culte, hein, Le maternage insolite, qui a été réédité indéfiniment, qui est vraiment un outil central de réflexion pour les équipes engagées dans le soin à la petite enfance, les soins à la petite enfance. Et puis Geneviève Appel a fondé donc l'association Picler-Loxy France, qui a ensuite été présidée par François Jardin, puis que je préside moi depuis 2007. Et c'est vraiment une partie de mon travail à laquelle j'accorde une grande importance, parce que cette expérience-là, c'est comme un petit laboratoire des tout premiers temps du développement. Puis il y a une vingtaine d'associations qui se sont créées dans le monde, un peu sur tous les continents, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe bien sûr, avec une association internationale d'ailleurs qui essaye de s'organiser actuellement pour préserver les archives et les principaux documents, les principaux éléments de réflexion, faire un lieu d'échange. Parce que c'est pas une méthode au sens d'une recette, c'est aussi un savoir-être. C'est un savoir-faire, mais c'est un savoir-être avec les bébés, la juste distance, comment on peut apporter au bébé des fonctions parentales, mais sans vouloir remplacer les images parentales. C'est facile à dire ça, mais c'est pas si facile à faire que ça. Judith Falk, une des grandes pionnières là-bas, enfin les grands noms qui ont suivi Aimé Picler, c'est bien sûr Anna Tardoche, Maria Vince et Judith Falk. Judith Falk disait la grande différence entre les parents et les professionnels, c'est que pour les parents, c'est le bébé qui est l'objet de l'enfant, qui est l'objet narcissique, ce qui nous arrive à nous, ses échecs, ses réussites. Pour les équipes, c'est pas l'enfant, ça devrait être la qualité du travail avec l'enfant. Ce qui fait que bien sûr, quand l'enfant s'en va d'une institution, il peut y avoir des nostalgies, des moments de tristesse, mais c'est pas un arrachage, c'est pas un deuil, parce qu'il faut que les personnes engagées, les nurses, les auxiliaires là-bas s'appellent des nurses, les nurses puissent ensuite reprendre leur travail avec un autre enfant. Leur objet narcissique, c'est la qualité de leur travail avec les enfants, mais pas l'appropriation ou l'attachement singulier avec tel ou tel enfant. Bon, ça, c'est facile à dire, encore une fois, et moins facile à faire. C'est un travail d'élaboration central dans les équipes engagées auprès des enfants. Voilà, alors je trouve que là-bas, il y a vraiment quelque chose qui est très qui reste très pilote, même si la pouponnière a fermé en 2011, hein, pour des raisons politiques un peu désastreuses. Bon, je ne sais pas quel est l'avenir. Les pouponnières ont du mal un peu partout dans le monde, parce que pour qu'une pouponnière fonctionne bien, il faut se donner les moyens, hein, qu'elle fonctionne bien. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la réflexion, c'est de l'énergie. Voilà, donc pour l'instant, c'est d'autres solutions qui ont été privilégiées par le gouvernement hongrois, mais enfin, il reste quand même à Loxy les crèches. Tous les acquis de la pouponnière sont utilisables aussi pour réfléchir aux crèches, bien sûr. En France, d'ailleurs, l'association Picler-Loxy France forme beaucoup les personnels de crèche. La directrice, c'est Myriam Ras, c'est un personnage extrêmement actif dans tout ça. Mais il y a aussi les groupes parents-enfants, et puis il y a toutes les formations nationales et internationales qui se poursuivent là-bas. Ça reste une pépinière, un terreau pour la pensée extrêmement important. Et peut-être ce qui se dégage, bon, c'est un petit laboratoire, comme je disais, pour penser les liens entre l'attachement et la psychanalyse, pour penser même les liens entre la théorie des pulsions, la théorie des relations d'objets, pour penser le rôle de l'objet et le rôle du sujet. Ouais, on a beaucoup opposé la théorie du sujet, la théorie des pulsions, la théorie de l'objet. Là, il y a quelque chose qui se noue entre les deux. J'ai envie de raconter une petite histoire qui montre vraiment cette question de l'enfant
co-acteur de son développement, parce que c'est à partir de là qu'on peut aussi transférer des connaissances dans d'autres domaines sur lesquels je terminerai. Lors d'un stage que je faisais à l'OXI, on m'avait autorisé à assister à une séance de psychomotricité d'une petite fille, je crois, de quelques 8, 9, 10 mois, je ne sais plus très bien, enfin qui avait un handicap moteur, pas énorme, mais quand même. Voilà. Et donc pendant la séance de psychomotricité, je m'étais pas caché, mais enfin, je me discrètement mis quand même dans un coin de la salle pour laisser la psychomotricienne et l'enfant travailler. Puis à la fin de la séance, la psychomotricienne, voilà, a signifié que c'était la fin de la séance, et puis elle a pris l'enfant dans ses bras, qui ne pouvait pas marcher, et elle a ramassé un certain nombre d'objets, et puis je la trouvais assez encombrée avec beaucoup d'objets. Donc moi j'étais pétri de ma galanterie névrotico-occidentale, voilà, et donc je me suis approché vers la porte pour aller essayer de l'ouvrir, et avec beaucoup de finesse, la psychomotricienne m'a fait un tout petit signe en me disant non. Elle s'est approchée de la porte, aussi encombrée soit-elle un petit peu dans ses objets, et elle a attendu que la petite fille fasse un petit mouvement vers la porte, comme pour signifier qu'elle aussi, même handicapée, même à 8 mois, 9 mois, peut avoir son mot à dire sur l'organisation des choses au sein d'un cadre évidemment très bien contenu et délimité. Voilà, bah, c'est une grande leçon ça, hein, parce que ça ne veut pas du tout dire laisser l'enfant libre de tout, mais c'est dans un cadre contenu. Il y a d'ailleurs beaucoup d'espaces délimités quand on est à l'OXI. Il y a une atmosphère particulière de calme et de séparation des espaces, voilà, où l'enfant y voit clair. Et dans ces espaces délimités, là, il y a un espace de liberté, bien sûr, où l'enfant peut se sentir acteur de son développement, c'est-à-dire qu'un des besoins fondamentaux des enfants, c'est de pouvoir utiliser, là on va tout doucement vers la psychopathologie générale et la psychiatrie, c'est de pouvoir utiliser, pas tout seul, par lui-même ses propres compétences et transformer ses compétences en performances réalisées. Quand les enfants grandissent, on leur dit souvent, bah, maintenant tu es grand, tu peux le faire tout seul. Non, l'enfant n'a pas envie tout de suite de faire tout seul. Il veut faire par lui-même devant quelqu'un qui est témoin du fait qui va trouver ses propres ressources, ses propres solutions, ses propres schémas d'action. Là, il y a un plaisir narcissique, une construction narcissique, pouvoir découvrir qu'on est capable de faire certaines choses par soi-même, mais au début, on a besoin du regard de l'autre. C'est une participation indirecte, c'est une présence, c'est un étayage, c'est un émerveillement aussi à côté de l'enfant. Et moi, je crois qu'on rejoint beaucoup. Là, on a une espèce de mise en scène de ce que Winnicott nous a appris sous le terme de la capacité d'être seul, pas tout seul, la capacité d'être seul en présence de l'objet et à côté de l'objet, dont le rôle est un rôle de co-pensée, de co-participation et d'empathie. Alors dans la vie de tous les jours, évidemment, avec la culture de l'expertise, la culture du résultat, la culture de la rapidité, on n'a souvent pas le temps de laisser les enfants découvrir ce dont ils sont capables. Mais on travaille ça, par exemple, avec certains enfants handicapés. On dit, mais dans la semaine, évidemment, si on n'a pas le temps de laisser l'enfant s'habiller tout seul, ben, on ne le fait pas. Mais le week-end, quand on a plus de temps, c'est très important que l'enfant puisse découvrir qu'il est capable. C'est presque une maltraitance indirecte de priver l'enfant de cette découverte de ses capacités personnelles. Alors ça, c'est là la leçon pour la psychopathologie générale. C'est-à-dire qu'il me semble que cette leçon-là, elle n'est pas valable seulement pour les enfants de 46 de Budapest, elle est valable pour tous les bébés du monde, elle est valable pour toutes les situations de dépendance. Et en psychiatrie générale, même avec des adultes qui ont un passé très chargé, très compliqué, l'approche biclérienne peut être utilisée pour qu'ils puissent se redémontrer à eux-mêmes tout ce dont ils sont capables par eux-mêmes. Il y a vraiment le mot réparation n'est pas très à la mode en ce moment, mais une construction d'un narcissisme défaillant là, qui me semble très importante. Voilà, c'est pourquoi moi je suis absolument passionné par cette approche piclérienne. Hein. C'est une leçon de vie, c'est une leçon d'humanité, à une époque où on a tendance quand même à découper la nosologie en entités sèches, purement descriptive, sans aucune attention au monde interne des patients. Je veux dire, le DSM-5 est bien pire encore que le DSM-4 de ce point de vue-là. Ça devient grotesque. Enfin, ramener simplement du bon sens et une certaine humanité. Alors c'est vrai d'ailleurs que l'approche piclérienne, quand on l'explique aux gens, on a le sentiment soit qu'ils trouvent quelque chose d'un tout petit peu trop codifié,
Soit ils nous disent, bah oui, c'est évident. Bah oui, c'est évident. Il y a beaucoup d'évidences qui sont difficiles à mettre en acte dans la vie, je crois, que la psychopathologie nous le montre.